Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, après quelques considérations pileuses hors antenne, nous poursuivons sur un autre thème présenté par Christophe autour du dogmatisme, justification du dogmatisme dans la spiritualité. C'est comme ça que j'ai noté le titre, en tout cas, alors peut-être que ça sera différent dans l'exposé de Christophe. Donc un exposé, nous verrons, hein, peut-être qu'il sera un petit peu long, mais c'est pas grave. Si c'est le cas, on fera le débat dans une deuxième séance. Vas-y Christophe, je te cède la parole. Très bien. Alors effectivement, je vais justifier le dogmatisme dans la spiritualité, mais je pense que c'est pas seulement dans la spiritualité. Donc je commence. Du coup, de nos jours, le dogmatisme se définit généralement comme une doctrine qui tente à éviter le doute de différentes façons. Le doute est généralement déconseillé, proscrit, évité, diabolisé. Et donc, on essaie de s'en débarrasser en faisant Enfin non, pas de s'en débarrasser pour l'instant. Et on essaye de le mettre en place, le dogmatisme. En tout cas, on lui reproche de faire l'apologie de l'ignorance, d'imposer et d'interdire des dogmes, de dénigrer, voire d'interdire la remise en question, de réserver la capacité de questionner à une minorité, et de réserver la production de dogmes, de croyances, à une minorité. Alors cette vision des choses est induite par le travail des Lumières du XVIIIe siècle, notamment dans la critique de la raison pure de Kant, qui va essayer de s'affranchir du dogmatisme, en tout cas du courant philosophique du XVIIe. Si le dogmatisme avait été présenté de la sorte, il est certain qu'il n'aurait jamais pu se mettre en place nulle part. Le dogmatisme fait peur, et cela manifeste qu'il est efficace, parce qu'on n'aurait pas peur d'un dogmatisme qui ne fonctionnerait pas. S'il fonctionne, c'est qu'il répond à des besoins d'une partie conséquente de la population, qui peut y voir une structure rassurante et utile. Cette vision positive du dogmatisme est essentiellement portée par les religieux de nos jours. Qu'est-ce que le dogmatisme pour ses adeptes, du coup? Comment fonctionne-t-il? Donc ça, j'aborderai ça tout à l'heure. La proposition des opposants au dogmatisme est souvent liée à l'athéisme ou à la systématisation du doute attribué à la science, allant jusqu'à une position caricaturale qui est de devoir douter de tout. Est-ce que les opposants du dogmatisme s'en sont affranchis du fait de l'avoir critiqué? Comment cette position, du coup anti-dogmatique, répond aux besoins que le dogmatisme prend en compte? Je vais m'efforcer de montrer que le dogmatisme est un mode de fonctionnement avantageux, que ses opposants ne parviennent pas à s'en affranchir, et je vais proposer les bases d'un dogme qui permettrait de conserver une partie des avantages du dogmatisme et pourrait résoudre certains défauts qui sont à l'origine de sa critique. Du coup, qu'est-ce qu'un dogme? Résumer le dogmatisme au fait de ne pas douter est une simplification, souvent employée par ceux qui voudraient absolument convaincre des gens qui ne leur ont rien demandé. J'observe que très peu de gens se revendiquent être dogmatiques. Le dogmatisme est surtout employé comme une critique caricaturale. Je vous propose donc de regarder du côté de ces personnes qui mettent encore en valeur le dogme et qui se basent sur son origine historique. En Grèce antique, le dogme était une opinion, utilisée en religion, en philosophie ou en politique. Il s'agissait d'une opinion considérée comme vraie, qu'elle soit construite par foi, par sagesse ou par autorité.
un dogme pouvait être obligatoire ou non. C'est avec cette acception que l'Église catholique a commencé à qualifier certaines opinions comme des dogmes. Toutefois, ils n'ont pas fondé le dogmatisme. L'Église a simplement établi des dogmes obligatoires. Ne pas les respecter était passible d'excommunication, d'excommunion, je ne sais plus quel mot il faut utiliser. Le dogme prend alors un caractère coercitif, puisque les personnes qui les questionnent sont excommuniées. Elle n'est pas la seule à avoir fait cet usage du mot, du dogme, mais le sens actuel du mot vient de l'usage de l'Église du mot dogme. Le dogmatisme existait en Grèce et à Rome, mais c'est au XVIIe que les philosophes s'en sont emparés à nouveau, définissant le dogmatisme comme un mouvement de pensée qui propose des vérités. C'est-à-dire, à partir du moment où une idéologie, une proposition affirme avoir possédé une vérité, on rentrait dans un courant de pensée dogmatique. Ce courant s'opposait au scepticisme qui considère qu'aucune vérité n'est accessible et que donc il est vain de proposer des vérités. Un des représentants les plus connus du dogmatisme est Descartes, qui, même s'il démarre le discours de la méthode sur une démarche sceptique, conclut par une vérité dogmatique, une vérité qui est proposée comme vérité universelle. Donc cette première certitude, c'est « je pense, donc je suis ». Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le mot dogme devient péjoratif en désignant toute personne prétendant posséder une vérité sans connaître les conditions de la connaissance. Ça, c'est Kant qui le définit. Avec le temps, la laïcité prenant son essor, la notion de dogme a été encore plus étroitement liée à la religion. Pour les adeptes, il s'agit souvent de quelque chose considéré comme utile, voire nécessaire, quand il possède ces caractéristiques. Le dogme doit répondre à des questions complexes. Le dogme ne peut être élaboré que par des personnes capables. Les dogmes doivent être acceptés et reconnus par les adeptes. Le dogme est donc une opinion qui répond à une question complexe, considérée comme vraie, élaborée et diffusée par une autorité et destinée à être acceptée et utilisée par tous. Ces caractéristiques sont applicables à la science, la philosophie, la politique, le marketing, la communication, etc., etc. Nous verrons plus tard que les opposants au dogmatisme peuvent les défendre quand il ne s'agit pas de religion. Dans cette acception, si on essaye de se détacher de la religion, on identifie donc que les qualités attribuées au dogmatisme sont présentes dans beaucoup d'autres activités. Ce n'est pas une surprise, c'était déjà là chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Puisque les dogmes sont des opinions considérées comme vraies, élaborées par des autorités, faciles à accepter et à utiliser par tous, alors quel groupe humain n'en fait pas? Ce mode d'organisation très répandu suggère que le dogme fasse partie intégrante de nos vies et est appliqué à tous les domaines. Il est même possible de le critiquer dans un domaine tout en le défendant dans un autre. Vouloir s'en débarrasser apparaît alors quasiment impossible. En tout cas, avant de chercher à s'en prémunir, essayons d'analyser sa fonction. Donc je reviens sur le fait que, de nos jours, le dogmatisme est un terme qui est surtout employé pour dénigrer ceux que l'on ne parvient pas à convaincre, alors qu'ils n'ont absolument rien demandé. Comme dit précédemment, c'est donc que le dogmatisme est factuellement efficace.
Pour comprendre sa fonction, penchons-nous sur les raisons pour lesquelles nous chercherions à convaincre quelqu'un qui n'a rien demandé. Je vois 2 raisons principales. Nous voulons lui expliquer des vérités pour son bien, ou bien nous voulons le manipuler en lui racontant des mensonges. S'il est simple de comprendre et de s'identifier à la première raison, la seconde est moins évidente. On peut se demander comment peut-on se faire manipuler à partir d'un mensonge. Il s'agit de faire semblant de vouloir aider. Prenons un exemple. Affirmer vouloir aider à garantir une récolte pour l'année suivante, en donnant l'explication de comment faire. Il est peu probable que vous soyez en mesure de répondre à cette problématique. C'est une question complexe, mais Eberhard aura probablement une réponse, que même les meilleurs ingénieurs agronomes peineraient à résoudre. Expliquer à quelqu'un comment pouvoir faire une bonne récolte donne l'impression de vouloir son bien. Beaucoup sont prêts à s'investir corps et âme dans l'objectif de résoudre ce problème si quelqu'un leur proposerait une solution. Les premiers qui l'auront compris ont alors eu la possibilité de demander tout et n'importe quoi et sont probablement devenus des autorités en élaborant des dogmes censés répondre à ces questions complexes. C'est pourquoi une personne malveillante affirmera toujours vouloir protéger celui dont elle veut se servir. Comme il est très difficile de faire la différence entre quelqu'un de bienveillant et quelqu'un de malveillant, le dogmatisme empêche des personnes malveillantes de nous convaincre, même si cela restreint aussi les personnes secourables. Quand on est une personne bienveillante, on peut sincèrement regretter que le dogmatisme prive la personne d'un secours. Or, il faut bien voir que s'il est nécessaire de convaincre, c'est parce qu'il y a un désaccord. C'est que l'un ou l'autre est dans l'erreur. Celui qui a le dogme ou celui qui veut convaincre, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Il y a donc une erreur. Et que la vérité est difficilement discernable. Sinon, ils seraient d'accord. Ou ils se mettraient d'accord assez facilement. Il est forcément question d'une question complexe. Si c'est complexe, il n'est donc pas évident que la personne secourable n'ait pas fait d'erreur. C'est-à-dire que celui qui veut convaincre, a peut-être fait des erreurs. Mais comment savoir qu'il n'en a pas fait? C'est une question compliquée aussi. Le dogmatisme peut donc également protéger d'erreurs que peuvent introduire les nouveaux dogmes. C'est-à-dire que non seulement le dogmatisme protège des personnes malveillantes qui voudraient manipuler, mais elle protège des erreurs qui pourraient être introduites par des nouveaux dogmes. Pour se servir de quelqu'un, une personne malveillante doit exploiter une question difficile à résoudre seule. Si une personne secourable peine à convaincre, c'est qu'il cherche à expliquer la résolution d'une question complexe. Cela confirme qu'un dogme ne peut que concerner une question complexe. Il n'existera pas de dogme sur des choses simples. Organisation du dogmatisme. Donc le dogmatisme s'organise toujours autour de la résolution de problèmes complexes. Pour réaliser cet objectif, réussir est très difficile. Et tout le monde ne peut pas se pencher sur la question parce qu'il faut continuer à faire fonctionner ce qui fonctionne. C'est pourquoi le dogmatisme sélectionne une ou plusieurs personnes qui seront considérées comme capables de résoudre le problème posé. Certains de ces problèmes existent depuis toujours et n'ont pas encore été résolus. Déterminer qui a des chances de pouvoir le résoudre est un défi quand tous ceux qui ont été sélectionnés avant ont échoué. Alors, des critères sont choisis pour faire en sorte de trouver les personnes les plus aptes. Il faut considérer 3 types de critères. Le premier, c'est des critères qui sont corrects et compréhensibles par tous.
il est simple de les choisir. S'ils existent, ils sont simples. Donc, on ne les rate pas. Mais ils peuvent être incorrects, mais on peut penser que ce sont les bons. Donc, ils sont compréhensibles par tous. De manière, ils sont populaires. Mais ils sont incorrects. Dans ce cas, ces critères vont être adoptés, bien qu'étant incapables de sélectionner les bonnes personnes. Le troisième cas, ils sont corrects, ce sont les bons critères, mais ils sont incompréhensibles par une majorité. La majorité peut rejeter des critères alors qu'ils permettraient de sélectionner les experts les plus capables de résoudre les problèmes soulevés. Quels que soient les critères choisis, il y a une faible probabilité que le problème se résolve. C'est quelque chose qui aurait pu mettre fin au dogmatisme. Le fait que la probabilité de trouver les bonnes personnes et que de toute façon les problèmes ont peu de chances d'être résolus, ça aurait pu mettre fin au dogmatisme. Et que les critères sont compliqués à obtenir. Mais ce qui a été retenu, c'est d'essayer de sélectionner des personnes capables de sélectionner ces critères. Ce qui revient à essayer de résoudre un problème complexe en essayant de résoudre un second problème encore plus complexe. Cela ressemble à une fuite en avant, et c'en est certainement une, mais bon, je ne vais pas exploiter cette piste. Le problème de sélection de ces nouveaux experts peut continuer de manière récursive, choisissant de nouveaux experts pour sélectionner de nouveaux critères pour d'autres experts. Au final, c'est le groupe de personnes sélectionnées, à raison ou non, qui auront la charge d'élaborer et d'adopter de nouveaux dogmes. Ces personnes étant sélectionnées avec de bons ou de mauvais critères compréhensibles par tous, ils ont tendance à maîtriser, utiliser et promouvoir les dogmes préexistants. De fait, elles sont sélectionnées car nous avons vu que les personnes qui essayent de convaincre, même de façon bienveillante, ont très peu de chances d'être écoutées. Donc si on ne soutient pas les dogmes qui sont déjà là, il y a très peu de chances qu'on soit sélectionné, puisqu'on fait partie des gens qu'on essaye d'exclure, qu'on ne veut pas, qui essayent de convaincre des gens qui n'ont rien demandé. Il est donc très probable qu'elles soient écartées de ce groupe. Ce groupe sera donc essentiellement constitué de profils conservateurs, capables de maîtriser les dogmes bien installés au sein de la population. Nous avons vu qu'à titre individuel, le dogme protège de l'erreur et des menteurs, mais également des mains secourables. Bon, ça c'est tant pis. À l'échelle du groupe, c'est moins sûr. Comme la sélection des experts se fait sur de bons ou de mauvais critères, il est impossible de garantir que les personnes sélectionnées soient de bonne foi et qu'elles n'abusent pas de leur position, puisque désormais, elles peuvent bien plus facilement convaincre. On leur a donné la responsabilité de sélectionner les bons dogmes. S'ils sont bienveillants, tant mieux. Sinon, manipulés et simplifiés. Déterminer qui est sincère ou menteur est toujours un problème à notre époque. Encore un problème complexe que l'on risque de donner à des personnes sélectionnées sur la base d'autres critères. Autant dire que les menteurs qui connaissent bien les dogmes sont avantagés au jeu de la sélection par la majorité. Il est donc très probable que des personnes conservatrices et menteuses soient sélectionnées par défaut, quels que soient les critères de sélection établis. Cependant, étant conservatrices et sélectionnées indirectement pour cela, ils établissent donc très peu de nouveaux dogmes et jouent donc un rôle central dans la protection contre les nouveaux dogmes d'autres menteurs progressistes et de nouvelles erreurs de mains secourables, mais dans l'erreur. En donnant la responsabilité de la gestion des dogmes, les personnes se soulagent de la responsabilité des erreurs. Puisqu'en fait, dans la sélection des dogmes, on peut se tromper, on peut être arnaqué,
Et donc, en confiant ça à un tiers, donc le groupe de sélectionnés, la population se défausse et se soulage de la responsabilité des erreurs qu'elle pourrait faire. Mais, en se déresponsabilisant, les personnes sont en général de moins en moins capables de comprendre les dogmes, alors que le groupe sélectionné continue d'essayer de les maîtriser. Or, si de moins en moins de personnes comprennent le corpus, de moins en moins de personnes connaissent et comprennent les bons critères de sélection ou les bons résultats. Par conséquent, la qualité générale des personnes sélectionnées se détériore. Non seulement créer de nouveaux dogmes dans ces conditions signifie adopter des dogmes malveillants et avec des erreurs, puisque la qualité des personnes diminue, mais en plus, la qualité de la compréhension des dogmes déjà en place s'amenuise. De fait que de moins en moins de gens comprennent, on sélectionne des gens qui comprennent de moins en moins, et résultat, on comprend de moins en moins les dogmes. Les personnes capables de réexpliquer les dogmes et d'en produire de nouveaux deviennent de moins en moins compréhensibles par la majorité. Puisque les personnes qui sont en fonction de pouvoir critiquer les dogmes et de donner des nouveautés, des nouvelles choses, vont plus être compréhensibles par la plupart des gens qui ne comprennent pas les dogmes. C'est un cercle vicieux. Alors donc, là je passe à l'élaboration d'un dogme. Avec le temps, le nombre de dogmes augmente. Créer un nouveau dogme sans entrer en conflit avec un dogme précédent et sans introduire une erreur devient de plus en plus compliqué. Plus il y a de monde, plus il y a de possibilités, plus il y a proposition de dogmes malveillants et erronés, car pour en créer un nouveau, il faut connaître et maîtriser la qualité et les défauts des dogmes précédents et concevoir un nouveau dogme compréhensible qui ait les mêmes qualités et moins de défauts. La présentation d'un tel dogme est forcément incompréhensible par la majorité, car la plupart sont déresponsabilisés et redirigent vers les experts. Or, ceux-ci, les experts, ont souvent un statut privilégié grâce aux dogmes déjà en place. Et parce qu'ils ont la responsabilité de résoudre des problèmes complexes, si le problème est résolu par le nouveau dogme, leur position devient inutile. Si les anciens dogmes s'avèrent erronés, les critères qui leur ont donné cette position disparaissent. Il n'est donc pas étonnant dans cette situation que ceux-ci puissent devenir malveillants à l'encontre des propositions de nouveaux dogmes, salvateurs, pour conserver leur position. Pourtant, l'élaboration et la sélection des dogmes est leur fonction première. Le conflit d'intérêts est donc structurel. Les nouveaux dogmes ne peuvent donc pas provenir que de personnes qui n'ont pas été sélectionnées et qui ne sont pas déresponsabilisées. Or, comme dit précédemment, toutes les personnes malveillantes essayent de se faire passer pour des experts responsables pour convaincre. D'aspect conservateur dans un premier temps, ils deviennent progressistes dans un second, pour reprendre les places, en essayant d'apporter de nouveaux dogmes dans un second temps. Il n'est pas non plus possible de se fier à l'aspect incompréhensible d'un nouveau dogme, car c'est aussi l'aspect des personnes qui font des erreurs. Bien que l'on puisse savoir à quoi ressemble quelqu'un capable de créer un nouveau dogme, il est compliqué de les reconnaître, car il maîtrise les anciens dogmes, assume sa responsabilité, est difficilement compréhensible, et il propose un nouveau dogme, ce qui peut être imité assez facilement par beaucoup de gens, ou en tout cas qui peut correspondre à beaucoup de gens. Avec le temps et la détérioration de la compréhension des dogmes, des problèmes réapparaissent alors qu'ils avaient été résolus précédemment.
Les anciens dogmes ne permettent plus de les résoudre, voire ils créent de nouveaux problèmes dans leur nouvelle interprétation. C'est pour cela que celui qui propose un nouveau dogme se retrouve à devoir contredire les experts qui ont un intérêt à ce que ce nouveau dogme ne soit pas adopté, convaincre des personnes déresponsabilisées d'avoir à évaluer un nouveau dogme. Celui qui veut créer un nouveau dogme est dans une situation complexe. Encore. Chose qui normalement ne devrait pas lui faire peur, étant donné qu'il se prétend capable d'avoir déjà résolu un problème complexe. Cependant, quand il constate cela, il ne s'y attend pas. Même s'il en est peut-être capable, tout faire reposer sur le travail de cette seule personne semble tout à fait injuste et inefficace. Les experts sont coincés dans un conflit interne et ont tendance à être malveillants, voire même dangereux. La solution ne peut donc venir que des personnes qui, jusque-là, sont déresponsabilisées. Il leur faut comprendre que c'est à elles de choisir les dogmes, même si jusque-là, elles ont désigné quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Les nouveaux dogmes sont fabriqués par des personnes sincères qui tombent accidentellement sur une ou plusieurs anomalies issues des dogmes en vigueur. Parfois parce qu'ils ne les maîtrisent pas ou par accident. Ainsi, en découvrant que ceux-ci sont erronés, la première réaction du précurseur est souvent de dénigrer les dogmes en place et ceux qui les défendent. Malheureusement, cela a un effet répulsif sur les experts, qui n'ont de toute façon pas intérêt à l'aider, et sur les personnes des responsabilités qu'il essaye de convaincre alors qu'elles n'ont absolument rien demandé. J'ai perdu ma ligne. Il faut donc surmonter cette réaction et comprendre que le précurseur doit alors rendre accessible son dogme. Il doit être simple d'accès, compréhensible et acceptable par tous. Voilà le défi. Les opposants au dogmatisme. Après cette description du fonctionnement du dogmatisme, on peut voir les écueils qui sont pointés par ses opposants. La conservation des erreurs, la déresponsabilisation de la majorité, la dégénérescence de la compréhension des dogmes, la création d'un groupe d'individus avec un conflit d'intérêts, la sélection de personnes malveillantes, le rejet des mains secourables, la difficulté de créer de nouveaux dogmes. C'est pourquoi depuis le XVIIIe siècle, le dogmatisme a été combattu avec force, en lui opposant la méthode scientifique, à grand renfort du doute hyperbolique. La victoire principale de cette évolution a été... la victime principale de cette évolution a été la religion catholique, en ayant abusé de l'emploi du dogme obligatoire et subissant la dégénérescence inhérente au dogmatisme. Nous sommes donc arrivés dans une époque où le dogmatisme est dénigré et combattu par une très grande partie de la population. Certains pensent s'en être débarrassés avec l'enseignement du doute hyperbolique, basé sur une interprétation du discours de la méthode de Descartes habilement tronquée. Globalement mal comprise et utilisée à contre-emploi, je rappelle que Descartes a douté de beaucoup de choses, mais a conclu par une certitude. Je pense donc que je suis. Descartes ne dit donc pas qu'on peut douter de tout. Il conclut qu'il y a au moins une certitude, et ce n'est pas tout. Il continue par une seconde certitude. Seul Dieu a pu le créer, lui et le monde. Descartes en vient donc à soutenir des dogmes. Et quels dogmes ? Il est donc très intéressant de constater que ceux qui combattent le dogmatisme se servent d'un philosophe dogmatique, qui fait la démonstration que Dieu fait partie de ces certitudes. Ce que l'on peut en conclure, c'est qu'être contre le dogmatisme n'empêche pas de faire des erreurs. La construction du doute hyperbolique sur une mauvaise compréhension de l'œuvre de Descartes a bien une cause. Laquelle ? Si les opposants au dogmatisme étaient dogmatiques, on pourrait expliquer cette erreur par la dégénération de la compréhension des dogmes, liée à la déresponsabilisation générale.
Mais on est en droit de se dire que les opposants au dogmatisme ont trouvé la parade à ce phénomène. Si c'est le cas, cela réside peut-être dans la méthode scientifique. Détaillons donc comment fonctionne la démarche scientifique. Pour la majorité, la science est la description du réel. Elle a pour rôle de trouver ce qui est vrai pour nous permettre d'améliorer nos vies. Dans cette acception, comme un dogme est une affirmation de vérité, donc la science produit des dogmes en produisant des vérités universelles. Si cela peut surprendre aujourd'hui, il n'y a rien de surprenant à cela pour les religieux, car, rappelons-le, ce sont des religieux et des croyants en diverses divinités qui ont conçu la science et la démarche scientifique. Il s'agit donc encore une fois d'une erreur d'opposer la religion et la science du point de vue du dogmatisme. Et quelle erreur! La démarche scientifique repose sur les scientifiques, des personnes sélectionnées pour établir et produire de nouvelles découvertes, qu'on peut aussi appeler de nouvelles vérités universelles, autrement dit des dogmes. Nous retrouvons la source de la déresponsabilisation et de la dégradation de la compréhension des dogmes présents chez les dogmatiques. Mais comment sélectionne-t-on ces scientifiques? Les scientifiques sont sélectionnés sur la base de leur maîtrise des découvertes précédentes, soit des dogmes en vigueur. Les critiques de ce mode de sélection ne courent pas les rues. Un bon scientifique est quelqu'un qui doit faire des nouveaux dogmes. Et on les sélectionne sur la base de sa maîtrise des anciens dogmes. Si quelqu'un fait une découverte qui bouleverse son domaine, il devient alors inutile. S'il lui est donné de résoudre les problèmes qui lui sont confiés, il perd sa position. Le scientifique est donc dans un conflit d'intérêts structurel. Encore un point commun avec les dogmatiques. Les opposants au dogmatisme n'ont finalement pas appris d'amélioration là-dessus non plus. Là où on peut encore voir une différence, c'est sur le caractère obligatoire des dogmes. Ils ne s'expriment pas avec la même franchise que ça a pu l'être avec l'Église catholique. L'Église catholique excommuniait explicitement les personnes pour hérésie. C'était simple et clair. Ce qui n'est pas le cas pour la science. La science coupe les financements, les projets, écarte directement les individus qui ne la suivent pas. Or, elle établit des normes de sécurité, des règles sanitaires, et ne pas les respecter peut amener à une excommunication qui ne porte pas son nom. Nous retrouvons donc le fonctionnement des dogmatiques chez les opposants au dogmatisme. Ne pas vouloir du dogmatisme n'empêche pas de le mettre en place, de le soutenir, de le devenir. Cela explique l'erreur de compréhension en utilisant Descartes à contresens et de rendre la religion problématique alors que nos scientifiques utilisent quotidiennement le fruit de leurs travaux. Tout ce qui est Thalès, enfin toutes les bases des sciences de manière générale, ça date des religieux. Que les gens comprennent de moins en moins les travaux qui sont produits, donc ça c'est une des conséquences, donc les gens comprennent de moins en moins les travaux qui sont produits, puisqu'ils s'en désintéressent de plus en plus. Il me semble que nous sommes dans une phase très avancée de dégradation de nos dogmes, en tout cas que représente la science. Il est certain que de nouveaux dogmes, pour moi, il est certain que de nouveaux dogmes vont devoir les remplacer dans un avenir proche. Alors, sortir du dogmatisme, est-ce une solution? Pour cela, il faudrait que chacun soit toujours responsable des dogmes qu'il accepte, qu'il soit la personne qui refait la découverte de la chose que l'on veut lui enseigner. Qu'on ne lui produise pas des outils, que nous ne lui donnions pas les formules, qu'il prenne l'habitude d'établir ces dogmes et qu'il en change pour des meilleurs seul. Partant de là, tout le monde serait en capacité de créer de nouveaux dogmes, de comprendre un nouveau dogme qui lui serait présenté, d'être dans de meilleures conditions pour évaluer les critères de sélection des dogmes. Si tout le monde sait créer des dogmes et évaluer des dogmes, il n'y a plus besoin de sélection
d'experts. Mais pour des raisons de quantité de choses à savoir et à maîtriser, il peut être utile de confier des problèmes à une sélection de personnes. Dans ce cas, le critère n'est plus sa maîtrise des dogmes actuels, puisque chacun a construit ses propres dogmes, mais sa rapidité ou la qualité des dogmes qu'il a produits. On ne met plus l'accent sur l'aspect conservateur, mais sur son aspect producteur. Et c'est bien ce qui lui est demandé, de produire de nouveaux dogmes. Trouver quelque chose qui dérange les dogmes qu'il maîtrise n'est pas un problème, c'est une habitude, son mode de fonctionnement, son éducation. Quand un nouveau dogme est produit, sa transmission ne se fait pas de manière compliquée, car tout le monde est responsable du choix de son dogme et sait à peu près quel est le processus de vérification d'un dogme qu'il a à suivre. Il sera accompagné à produire le sien, puisque c'est le mode de transmission favorisé lors de la formation. Si ce mode de fonctionnement semble répondre aux problèmes soulevés par les opposants au dogmatisme, il faut voir que ce mode de fonctionnement était celui privilégié par le passé. C'est une pédagogie qui ressemble à celle des écoles de mystère, fonctionnant sur un modèle initiatique. Or, une des raisons principales pour laquelle on devait procéder ainsi, c'est que nous manquions de mots pour exprimer tout ce qu'il fallait transmettre. Et donc, comme il n'y avait pas les mots, il fallait le vivre et le penser, et le vivre et l'expérimenter. D'où la nécessité du côté initiatique. Le dogmatisme semble avoir pris une dimension proportionnelle à notre capacité de communiquer avec une grande variété de mots. Alors, ce que je veux dire là, je ne pense pas que ce soit clair, mais ce que je veux dire, c'est que le dogmatisme, il a pris racine et il s'est développé en même temps que notre capacité à produire des mots et à les utiliser de façon utile en communiquant les uns avec les autres. Le modèle initiatique est lent dans sa transmission. Il faut que chacun produise ses propres expériences, ses propres dogmes, répète les erreurs déjà faites précédemment. Ajoutons à cela qu'il est probable que tout le monde ne soit pas en capacité d'être efficace en étudiant de la sorte. La garantie de la transmission n'est absolument pas assurée et la connaissance peut se perdre plus facilement en cas de catastrophe. Le modèle dogmatique est quant à lui extrêmement efficace dans la transmission et la conservation. C'est bien pour cela qu'on le lui reproche. Il me semble donc que le dogmatisme est à conserver comme une évolution naturelle liée à notre capacité croissante de communiquer. La complexité pour changer les dogmes laisse dubitatif, et pourtant, n'est-ce pas là un moyen extrêmement efficace d'évaluer la qualité du porteur d'un nouveau dogme? S'il parvient à remettre en cause des experts, s'il parvient à se faire comprendre par des personnes qui se sont déresponsabilisées, si son apport répond aux problèmes d'un groupe important de personnes, s'il l'a fait alors que ce n'était pas sa fonction et que cela ne pouvait que lui apporter des ennuis. N'est-ce pas une preuve suffisante de sa qualité et de sa bienveillance? Le dogmatisme protège bien des malveillants et des erreurs. Mais en plus, il met en valeur des personnes précurseurs. Est-ce que vouloir réduire la difficulté n'aurait pas un impact négatif en laissant entrer plus de dogmes de moindre qualité? Donc j'en viens à ma conclusion. Les opposants au dogmatisme ont eux-mêmes adopté le dogmatisme. Il me semble que ce mode de fonctionnement correspond à notre étape d'évolution. Il est efficace dans le rôle de protection qui pousse à le mettre en place et est une mise à l'épreuve fiable des nouveaux dogmes. Apporter des modifications à son fonctionnement pour que les nouveaux dogmes puissent être adoptés plus rapidement pourrait l'amener à être moins protégé. Néanmoins,
en intégrant volontairement cette capacité de fonctionner avec des dogmes différents, la voie initiatique, en intégrant des étapes de création de dogmes individuels obligatoires dans le cursus, nous pourrions avoir des personnes qui, même si elles ne se déresponsabilisent au fil du temps, pourraient accueillir plus modérément un nouveau dogme, plutôt que de le rejeter quoi qu'il arrive, et connaîtraient mieux l'exercice de l'évaluation du dogme. Cependant, jusque-là, ce cycle de dégénérescence des dogmes se déroule sur plusieurs siècles. Est-il possible de conserver ces principes, les principes de pouvoir avoir plusieurs dogmes, d'éduquer les personnes à créer leurs propres dogmes, etc. Est-il possible de conserver suffisamment longtemps ces principes pour qu'ils puissent être utiles à la prochaine génération sans le faire passer de manière dogmatique? Et j'ai fait ça. Merci Christophe. Bon, on est à 42 minutes. Moi, j'ai presque envie de dire qu'on remet le débat à la semaine prochaine. Ça vous va ou pas? Déjà, je veux remercier Christophe parce que c'était costaud. Oui. Donc, en fait, il y aura des heures à rien que de débattre là-dessus. Donc, comment? Je remercie Christophe parce que c'était vraiment costaud aussi. Ah oui, c'était très dense, hein, ça c'est clair. Voilà. Et donc, il y en a pour des heures de débat. Mais voilà, quoi. Ou de commentaires. Hein, voilà. Voilà. Donc, bon, effectivement. Moi, j'avais une question sur Christophe, on pourra en reparler la prochaine fois. Oui, des questions. Peut-être on va faire des questions, puis on fera le débat après. Voilà. Le discours, ton exposé était très intéressant. Après, je suis un petit peu gêné par une chose, c'est quand on parle qu'on conserve le terme de dogmatique qui se réfère souvent à des choses religieuses ou des choses spirituelles dans le domaine de la science. En fait, la science ne repose pas sur des dogmes. La science repose sur des consensus qui n'appartiennent pas à quelqu'un en particulier. Il y a des études multicentriques et on aboutit à un consensus. Ce consensus peut être extrêmement évolutif en fonction des connaissances qui s'accumulent et qui peuvent apparaître d'un jour sur l'autre. Je pourrais citer quelques exemples lors du débat. Mais en règle générale, la science n'est pas dogmatique. Par contre, ce qui peut potentiellement rendre la science dogmatique, c'est la politique. C'est d'imposer finalement une vision politique à une réalité scientifique. Alors, je pense en particulier à ça a fait le bonheur d'auteurs de science-fiction, mais si on prend 1984 par exemple, il y a une volonté politique qui va finalement foutre un peu plus par-dessus tête des vérités scientifiques pour les dévoyer et les imposer, et pour des raisons bien précises de domination. À ce sujet-là, je vais redéterrer une citation de Oswald Spengler qui disait justement que la science avait des tendances au dogmatisme aussi. Donc ça sera intéressant comme sujet à débattre. Je vais essayer de la retrouver dans les termes exacts pour qu'on voit si c'est adéquat ou pas. Alors, quelle était la question exactement? Peut-on véritablement parler de dogmatique dans le domaine de la science? On rentre carrément dans le débat. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai une autre interrogation. Vas-y. J'ai eu l'impression que tu employais le mot dogme de façon très large, c'est-à-dire comme vérité arrêtée et acceptée, disons, par un ensemble de personnes, alors que moi je réservais dogme véritablement quand même au domaine religieux essentiellement d'abord, c'est-à-dire l'expression de vérité fondamentale, d'abord sur des points fondamentaux et incontestables.
c'est-à-dire figé mais incontestable, avec une autorité derrière qui le défend mordicus. Alors voilà, donc je ne sais pas dans quelle mesure tu n'as pas balancé entre le dogme au sens un peu classique du terme et l'idée d'un certain nombre de vérités qui sont admises, disons, par la plupart des gens, disons ça grosso modo, quoi. Tu vois? Alors peut-être que d'ailleurs ça rejoint d'une certaine manière l'interrogation de Franck vis-à-vis de la science. Parce que, après, le mot dogmatique est passé dans le langage courant aussi pour dire toute personne qui a tendance à défendre mordicus, en fait, sa vérité, en quelque sorte. Là, il faudrait voir aussi comment le terme a évolué. Je sais pas. Donc là, je te pose un peu cette question. J'ai eu l'impression que tu as vraiment employé le mot dogme d'une manière très, très étendue, comme vérité arrêtée. Voilà. Après, bon, il y a quantité de choses à dire sur ce que tu as pu raconter, mais on verra ça la prochaine fois. Je crois que c'est pas mal s'il y a un débat là-dessus. Alors, je rebondis là-dessus. Je pense que sur le débat, je proposerais, si tu en es d'accord, Christophe, de le structurer en 2 parties. Une partie sur la définition de dogme, justement, sur ton emploi que tu fais. Donc, voilà, peut-être bien la repréciser en introduction la semaine prochaine. Et discuter là-dessus, de savoir si la science, en tout ou partie, est aussi un dogme. Donc ça, je pense que c'est un premier débat qu'on pourrait donner une première partie, une première demi-heure. Et une deuxième partie sur l'émergence de nouveaux dogmes et les conditions d'émergence de nouveaux dogmes et les difficultés parce que ça tient une place importante dans ton discours, et je pense que c'est une question qui nous est tout à fait utile d'étudier. Tu mets la science aussi dedans ou quoi? Allô? Oui, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, Christian. Je dis, les nouveaux dogmes, est-ce que tu y mettrais la science aussi? Parce qu'il y a eu la question là. Non, là on est plus dans la question du processus, si tu veux, de dire quelles sont les conditions pour qu'un nouveau dogme surgisse, etc., etc. C'est plus ça, si tu veux, quel que soit son contenu, quelque part, à la limite. D'accord, je vois. J'ai dit, les nouveaux dogmes, c'est forcément des gens bienveillants, qui sont en dehors des institutions, etc., etc. Il pourrait y avoir un troisième point aussi sur le rapport du dogme et de l'évolution spirituelle, aussi, ou de la spiritualité, en général. De façon plus précise. Et je pensais à un point dans le domaine de l'interrogation sur l'utilisation du mot dogme en science, peut-être aussi voir en fait ce que l'on appelle véritablement la science. Il existe des sciences molles, on va dire, les sciences de la psychologie, de la psychopathologie, qui ne reposent finalement que sur des données sociologiques par rapport aux sciences dures, entre guillemets, sciences médicales et qui reposent sur une expérimentation, sur des choses totalement palpables et vérifiables au quotidien. Alors le médical, c'est pas ce qui est le plus dur, hein, parce que le médical, il y a l'humain quand même. Il y a du dur et il y a du mou dedans. Ouais. Les os ou la chair, ça dépend. La médecine, ça dépend des organes. Ouais. Ça dépend des organes. Et ça dépend même, je vais vous dire, je vais aller plus loin que ça dépend des moments. Parce qu'il y a des organes qui sont mous à certains moments et qui sont durs à d'autres. Bienvenue en France. Bienvenue en France. Pourquoi il n'y a qu'en France où il y a ce phénomène qui se produit, tu crois? Non. De phénomène humoristique, oui. Ah, d'accord. Christophe, vas-y. Je sais pas, je réponds maintenant. Je vais répondre rapidement, tu réponds un truc aux questions plus détaillé. Voilà. Pour moi, il y a. Déjà, je commence par l'histoire de la science. C'est hyper intéressant parce que vraiment, c'est un débat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, c'est la fille de la religion. Elle est née de la religion. Et quoi qu'elle veuille s'en dépêtrer, ce qui lui appartient à la science, c'est un héritage de tout ce qui a été fait avant. Vous ne pouvez pas remettre en question l'effet que toutes les théories qui ont été mises en place, il y en a plein qui viennent du truc qui sont en Grèce, etc.
et que c'était des gens hyper religieux, qui n'avaient pas de... C'était pas des scientifiques, la démarche scientifique n'existait pas, enfin, tout ça n'existait pas, quoi. Ça a été créé, et ça a été fait par des gens qui sont religieux et qui croyaient en Dieu et qui n'ont absolument eu aucun problème à ça. Donc, ensuite, je peux aller plus loin, c'est-à-dire que dans la science, par exemple en maths, il y a des définitions. C'est une science relativement dure, les maths. Ah bah non, c'est pas une science. Encore autre chose, ça. Ah bah c'est encore autre chose. Si tu t'ajoutes les maths, là c'est mort. Là, parce que là, pour moi, les maths, c'est pas une science. Donc déjà. Si on enlève les maths, il n'y a pas de science dure. Peut-être, mais Voilà. c'est pas une science, les maths. C'est l'outil. Alors, Mais, oui. non, mais je veux bien, mais s'il n'y a Mais pas... je- s'il y a- Mais bon, si c'est les maths- encore un autre débat là. Enfin là, on sait que là, Ouais, non, mais si les maths ne sont ouvre pas la une boîte science de dure, Pandore, il n'y a là. pas de physique, il n'y a pas de chimie, il n'y a plus rien. On fait tout Alors- sauter et on est sur du dogmatisme de A à Z, et c'est moi qui ai raison encore là-dessus, il n'y a que du dogme. Christophe, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Ouais. tu me dis si je dis une bêtise ou pas, ou si ça va dans ton sens. Tu parles des maths, tu parles de sciences dures. Par exemple, je vais prendre un exemple précis que je connais assez bien. Mhm. La physiologie respiratoire fonctionne sur des données qui sont connues. Ces données qui sont connues aboutissent finalement à ce qu'on appelle des axiomes qui sont finalement les grandes équations du mouvement respiratoire, qui peuvent se traduire effectivement par des équations mathématiques. Est-ce que c'est dans cet esprit-là que tu dis que les maths sont C'est la même fille plus que fille ça, aînée ou c'est la même plus que les équations, c'est-à-dire que les maths, c'est elles qui te permettent de faire des mesures. à travers les lois de la physique, par exemple? Oui, et même à travers la façon de pouvoir les écrire et les mesurer. Ok, d'accord. C'est-à-dire que s'il y a même pas, si on considère que les maths c'est pas dur, en fait, ça veut dire que les nombres ne sont pas durs, et ça veut dire qu'en fait, il y a plus rien, quoi. Il n'y a plus que des choses où on estime que voilà, c'est un truc à peu près pareil, et donc on ne fait que des évaluations, des estimations de choses, et c'est plus que des études qualitatives, et il y a plus en fait, il n'y a plus d'études quantitatives. Ah, Et s'il n'y a plus de quantitatif, c'est un problème parce que les maths, tout ce qui est de sciences dures est quantitatif. Attends, je propose qu'on reste sur le sujet du dogmatisme parce que là, je pense qu'on Ouais. s'écarte. Bon, mais disons que voilà, pour C'est moi, un il y a- autre il y a- débat. il y a que- Enfin, je suis même pas sûr qu'on ait à le mener ici. Bon, voilà, c'est juste pour dire attention sur les maths. Quoi. Voilà, c'est juste ce que. Après, pour la biologie, pour parler de la santé, en fait, pendant des années, les médecins, ils ont considéré que c'était les humeurs qui prévoyaient. Voilà, donc, on avait le droit d'essayer. Voilà. Et c'est quoi si c'est pas du dogme? Et c'est pas parce que c'était pas scientifique. Parce qu'aujourd'hui, on continue à faire des trucs un peu à l'arrache en disant, bah tiens, pendant les 10 prochaines années, les enfants, faut les coucher sur le dos. On ne sait pas pourquoi, mais il faut le faire. Inversement. Enfin, il y a tout plein de trucs comme ça qu'on nous file, qui sont censés être scientifiques, mais quand on regarde derrière, en fait, il y a peut-être une étude qui a été pondue par quelqu'un qui a écrit quelque chose, mais c'est même pas sûr. Et donc la science, même si à l'intérieur il y a des choses intéressantes, je veux dire la religion, même si c'est pareil, elle est bizarre à plein d'égards, il y a des choses hyper intéressantes à l'intérieur. Et ce truc-là, c'est pas le fait qu'il y ait des choses intéressantes ou pas à l'intérieur qui empêche le fonctionnement dogmatique. Le dogmatisme, c'est la prétention à vouloir montrer des vérités, à dire il y a des vérités. J'ai des vérités, je les possède et je vous les montre. Et c'est ça le dogmatisme. Donc l'acceptation du dogme, c'est j'ai une opinion qui tend à représenter la vérité. Et c'est pour ça que c'est une acceptation large. Et quand je dis ça, la science, quand elle dit que j'ai une vérité universelle fondamentale, c'est un dogme. C'est un dogme, c'est jusqu'à preuve du contraire. J'ai justement la citation de Spengler à ce sujet. Il dit « La physique occidentale est intrinsèquement dogmatique. Elle a progressivement mis les sensations à l'écart et les a remplacées par des systèmes de relations abstraites. Au lieu d'un aimant, on a parlé de magnétisme dans le champ de force, au sein duquel se trouve un morceau de fer. Au lieu d'un corps lumineux, une énergie rayonnante et encore des personnifications comme l'électricité, la température, la radioactivité. » Donc c'est comme ça qu'il présente le dogmatisme de la
physique occidentale. Ouais, comme dirait un personnage de Kaamelott, c'est pas faux. C'est vrai qu'au sein de la science, il existe maintenant, ont été mis en place des grands organismes qui sont en fait des organismes un peu régulateurs de la pensée correcte scientifique, auxquels beaucoup de scientifiques, que ce soit dans la médecine ou autre, sont quasiment obligés de se référer. Alors, on est encore sur un autre débat. Je suis désolé d'interrompre parce que c'était très riche en fait. Attention de ne pas confondre science et technique. Oui. Et en l'occurrence, science et pratique, qui est proche de la technique. La médecine, c'est une pratique qui s'apparente à la technique. Ce qui est la science, c'est la recherche médicale. Pas du. Enfin, mais la médecine est devenue une technique et non plus une pratique. C'était même un art au départ. Oui. Un art. Oui. Ça reste un art. Hein. C'est un art reste un art. Ouais, ça dépend pour qui. Hein. Mais donc ça a plein de dimensions, une pratique justement, une pratique, et voilà, une pratique artistique. Voilà. Je propose qu'on en reste là parce qu'on est presque à 1 heure, et puis comme on reprend la semaine prochaine, je vous envoie Est-ce que pour le débat, Christophe pourrait refaire peut-être un petit préambule où il reprécise peut-être les définitions de dogme, de vérité, de loi, je ne sais pas. Enfin, et puis est-ce que tu es d'accord avec les deux thèmes, parce que je n'ai pas bien compris ton thème en fait, Claude, que je propose de structurer la semaine prochaine? Non, mais je suis d'accord avec les deux thèmes. Je voulais simplement qu'on remette quand même les choses en rapport un peu avec la spiritualité, qui est notre domaine. Je pense que fatalement on le fera. Hein. D'accord. Ce que je me demandais, c'était plus à Christophe de savoir si donc la nature, donc les définitions, et puis rapport à la science du dogme, et puis deuxièmement, comment faire difficulté pour les nouveaux proposeurs de dogme. Voilà. Mais je trouve que dans l'exposé de Christophe, il a ouvert des portes qui seraient susceptibles de faire l'objet de sujets à prévoir. Ah bah ça c'est sûr. La preuve, on a déjà évoqué 2 qui sont... Mais alors, pour les dates, là, si c'est la semaine je mets à jour le planning et je vous l'envoie. Oui, mais alors la date d'après, moi, je risque... Enfin, je te dirai. Je risque d'avoir des problèmes. Christophe, juste un petit point technique. Quand tu parles, ça vibre beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu n'es pas sursaturé du point de vue de ton micro. Peut-être. Peut-être que j'ai un micro de pas très bonne qualité. Je sais pas. C'est surtout que c'est assez grave, je dirais, ton son, Christophe. Par contre, vibré, en fait. Il y a quelque chose celui des Borart est toujours un petit peu grésillant. Hein. J'ai demandé à un copain de m'acheter un micro qui soit de qualité. Moi, j'en ai un autre. Je pourrais essayer de parler avec l'autre micro. Oh, ça va, on comprend hein, quand même. D'accord. Ok, bien voilà. Merci, messieurs. Merci. Allez, à bientôt. Merci, bon week-end, à la semaine prochaine.